Bonjour, mon nom est Lisa Marie Sauvé. Je suis psychologue clinicienne à la clinique de santé émotionnelle TCC pour thérapie cognitive comportementale de Montréal. Je voulais partager avec vous un volet spécial d'une série qu'on appelle à la clinique Comment rester sain et serein, édition pour parents. Donc, je voulais faire un petit vidéo pour aider à donner certaines astuces, certaines stratégies, outils aux parents présentement qui ont un ou plusieurs enfants en bas âge et qui se demandent comment adapter leur pratique parentale durant le confinement lié à la COVID. Merci de vous joindre à moi et premièrement, si vous êtes ici, vous êtes un parent vous-même, j'aimerais que vous preniez un petit moment, un instant pour vous remercier vous-même, vous faire une petite tape dans le dos et vous féliciter d'être à ce point-ci et d'avoir survécu à tout ce que vous avez survécu. Okay? Je sais que ça peut sembler banal de se remercier pour ce type de choses-là, mais il faut se rappeler que présentement, on est en mode survie. Et étant un parent moi-même, la maman d'un garçon de 9 ans, je peux vous dire présentement que vous êtes des soldats. Et je vous félicite moi-même. Donc, blague à part, je voulais vous partager 5 astuces ou trucs qui devraient faciliter votre vie comme parent durant la COVID. Donc, durant le confinement, pardon, pour la COVID. On espère que vous n'avez pas à traverser la COVID-19 elle-même. Donc, je vais tenter de garder ça simple et si vous voulez des explications plus profondes, vous pourrez toujours nous envoyer un courriel au niveau de notre clinique au www.cbtclinic avec un C, donc cbtclinic.ca. Donc, sans poursuivre et sans attendre, nous allons tout de suite commencer le sujet et parler de ma première astuce pour survivre au confinement. Donc, je crois que d'établir présentement des routines pour les enfants, par contre, des routines flexibles est extrêmement important. Donc, qu'est-ce que je veux dire par établir une routine et de 2, une routine flexible. Donc, je suis sûre que comme parent, vous êtes au courant et vous savez ce qu'est une routine. Par contre, une routine flexible, ça peut sembler un oxymore, OK? Ce qu'on veut dire par routine, on veut juste dire une séquence qui est assez régulière de certains événements. Et si possible, quand on dit quelque chose est routinier, généralement, c'est parce que quelque chose arrive approximativement au même temps de la journée, tous les jours. Donc, on a bien sûr, comme parents, je suis sûre que vous êtes familier avec les routines du dodo, la routine du lever, la routine du dîner. Donc, ce que je vous recommande, c'est présentement, on sait qu'avec les jeunes enfants, surtout ceux qui sont en très bas âge, donc 2 ans, disons, jusqu'à 5 ans, donc au préscolaire, ces jeunes enfants-là vont définitivement avoir plus de difficultés avec les routines. C'est tout à fait normal. La raison pour laquelle ça se passe, c'est parce que déjà leur cycle circadien, donc le cycle du jour et de la nuit, est encore en formation. Donc, ils ont routinement, de toute manière, même dans un monde sans la COVID et le confinement, ils auraient des laps et des difficultés à garder ces routines-là par eux-mêmes. Donc, les dérangements par rapport à ça vont être fréquents et sont très normaux. Par contre, ce qu'on peut faire comme parents pour aider à replacer un petit peu, puis même encourager la formation d'un cycle de jour et de nuit sain, c'est les prochaines étapes que je vais partager avec vous. Donc, de 1, on veut s'assurer que le coucher, qui présentement pourrait être plus tard qu'à l'habitude, parce que justement pour la même raison du cycle circadien perturbé, et le stress, les enfants vont définitivement avoir plus de difficultés à se calmer et à trouver un sommeil facilement. Okay? Donc, attendez-vous à ça. C'est très possible que vous allez devoir retarder un peu le coucher de votre enfant parce qu'il va dire « Maman, papa, je suis pas fatigué, je m'endors pas ».
tout à fait normal. Donc, ce que vous voulez, c'est peut-être retarder par 30 minutes ou même 1 heure l'heure de dodo. Et c'est tout à fait correct de faire ça aussi parce qu'on ne les lève pas aussitôt le matin pour la plupart des enfants. Ils n'ont pas allé à la garderie, encore là pour la plupart des enfants. Et ils peuvent donc se réveiller naturellement le matin un petit peu plus tard. Donc, si c'est votre cas, sentez-vous à l'aise de mettre un délai sur l'heure du dodo normal. Par contre, si vous les faites se coucher plus tard, disons même si une demi-heure, 1 heure, assurez-vous que c'est la même heure. Disons un enfant se couchait à 7 heures pré-COVID. Si vous décidez de le coucher à 7h30 ou 7h45, essayez de garder ça entre 7h30 et 8h, par exemple, presque tous les jours, incluant la fin de semaine. Je sais que c'est difficile parce que la fin de semaine, nous-mêmes, on est dans un mode différent. C'est peut-être différent aussi pour chaque famille, dépendamment si les deux parents travaillent ou si vous ne travaillez pas. Je sais que c'est tentant les fins de semaine de les faire se coucher encore plus tard parce que nous, si on ne travaille pas de la maison, par exemple, on peut aussi se lever plus tard. Essayez de résister à cette tentation-là et tenter à ce que ce soit régulier. Si on parle du reste des autres routines et comment faire un horaire routine flexible, on veut quand même qu'il y ait des repères qui sont réguliers dans la journée, comme les heures des repas. Encore là, plus ou moins 30 minutes, c'est correct, mais qu'on ait des heures assez régulières qui se répètent tous les jours pour le déjeuner, le dîner, le souper et ensuite, bien sûr, le dodo. Ne vous sentez pas obligé aussi, si on parle plus du réveil, de réveiller vos enfants à une certaine heure, comme je vous le dis, parce qu'on n'est pas obligé de manière environnementale ou situationnelle, présentement, de les réveiller très tôt. C'est toujours mieux de laisser un enfant se réveiller par lui-même parce que c'est beaucoup moins stressant pour le corps et je reviens encore là à l'établissement d'un cycle circadien autonome et normal. Donc, laissez-les se lever si vous n'avez pas à aller au télétravail tout de suite. Laissez-les se lever à l'heure naturelle. Ça se pourrait que ce soit une heure différente pour tous les enfants. Et tentez, comme je vous dis, surtout pour la routine du dodo aussi ou toute autre séquence, même pour le lever, essayez d'avoir le même type d'activité une après l'autre en chaîne. Par exemple, le matin, ça peut être, bon, tout le monde se lève, ensuite, on a un petit peu de temps devant la télévision, ensuite, on change tout notre pyjama et on s'habille pour la journée, et ensuite, on déjeune ou ensuite, on va faire un tour dehors. Donc, essayez que ces choses-là soient le plus prévisibles possible parce que ça calme au niveau du système nerveux, la prévisibilité, la régularité, la routine en général calme les enfants au point de vue comme je vous disais, cérébral et nerveux. Donc, c'est important. Par contre, ce que je vous enjoins à faire, c'est que ce n'est pas obligé de les organiser à l'heure près pendant 12 heures de la journée. C'est absolument pas nécessaire. On les surorganise dans ce temps-là, on les surplanifie. Donc, on veut les laisser avoir, en dehors de ces repères-là, un emploi du temps qui est flexible. Okay? Une petite note que je veux vous donner au niveau du temps d'écran. Il y a beaucoup de parents qui me posent des questions. Naturellement, vous allez voir une augmentation, des fois du double, du triple du temps d'écran. Okay? Faut se rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais on m'a dit qu'en bas de 2 ans, il ne faut absolument pas qu'un enfant soit exposé à un écran. Et au-delà de 2 ans, il faut seulement que ce soit 2 heures par jour, sinon c'est néfaste. » Ces études-là ont été révisées en 2017 et 2019 pour nous dire maintenant que ce qui est important, c'est de vérifier le contenu, qu'il n'y ait rien en deçà de l'âge de l'enfant. Donc, si c'est un enfant de 5 ans, on s'assure que le contenu est pour un enfant de 5 ans, donc général. Sinon, et de ne pas aussi, les jeux vidéo ont des contenus qui sont aussi gradés par rapport à l'âge. Donc, si c'est un enfant de 5 ans, on peut lui donner du contenu éducationnel, encore là, qui est pour les enfants de 5 ans et plus. Par contre, on ne donnera pas du contenu qui est 9 ans et plus et 12 ans et plus, etc. Si vous avez un iPad, ces choses-là sont faites automatiquement. On voit tout de suite la classification d'un jeu. N'importe quel jeu éducatif, on a tout de suite l'âge qui est en dessous du jeu. Donc, oui, vous allez voir votre enfant naturellement plus attiré et plus goulu de vouloir passer beaucoup de temps devant les écrans. Je l'observe chez les enfants, chez les adolescents et les adultes, c'est tout à fait normal. C'est un comportement
pour tenter de régulariser les émotions et diminuer le stress par la distraction et la stimulation. Par contre, vous voulez toujours mettre une limite. Vous voulez mettre votre limite à vous, de dire, écoutez, moi comme parent, je ne suis pas à l'aise à ce qu'il passe 6 heures par jour. Bien, parfait, mettez une limite de 4 heures ou 3 heures. Ça se fait très facilement, ça. Par contre, on ne veut pas défendre les écrans complètement et on ne veut pas être rigide. Encore là, c'est cela que je voulais dire par flexible. On peut leur laisser du flex time, du temps flexible pour utiliser les écrans. C'est pas obligé d'être seulement de 9h à 10h le matin ou 5h à 7h le soir. Ça peut être à d'autres moments tant qu'on comptabilise. Et encore là, par rapport au iPad, à plusieurs ordinateurs, entre autres les produits Apple, mais aussi les produits Android de Samsung, de d'autres compagnies, on a souvent un contrôle parental qu'on ne connaît pas bien. Donc, essayez de regarder sur le produit, sur la tablette que vous utilisez. Tentez de voir un petit peu quels sont les contrôles parentaux. Vous pouvez souvent mettre un temps, une minuterie dans le fond, qui est inclus sur l'écran comme tel, sur le bidule électronique, puis ça vous permet de ne pas avoir à vérifier vous-même à chaque seconde combien de temps que ça fait que votre enfant joue. C'est un décompte qui se fait automatiquement, puis ensuite l'appareil généralement se ferme par lui-même, ce qui est chouette. Donc, j'en parlerai à la présentation que je fais pour la clinique la semaine prochaine, le 28 avril. Puis, je vais donner plusieurs exemples d'applications qui sont gratuites, qui vont vous sauver la vie par rapport à ça. Donc, assez dit sur la flexibilité et les routines. Par contre, c'était très important d'en parler. Donc, numéro 2. Deuxième astuce, je vous recommande de jouer avec votre enfant un petit peu tous les jours. Et par ça, je veux tout simplement dire 15 minutes par jour avec chaque enfant individuellement si vous le pouvez. Et la raison pour laquelle je vous demande de faire ça, c'est qu'on sait que le jeu est une partie intégrale et cruciale du développement des enfants, surtout des jeunes enfants, parce que le jeu démontre les habiletés sociales, aide avec la régulation des émotions, montre les règles, le respect du tour de rôle, l'imagination, la créativité et promouvoit beaucoup le langage aussi. Je sais que c'est difficile de insérer entre deux meetings Zoom un 15 minutes où on change complètement de type de cerveau et on s'assoit avec nos enfants et on joue. Je sais que ça demande un très grand degré d'adaptabilité et de flexibilité. Par contre, je crois que vous allez voir que c'est très gagnant parce que même avec un petit 15 minutes, le 15 minutes, remarquez, c'est pas obligé d'être tout en un bloc. Hein? Ça peut être une petite minute ici et là, 5 minutes ici et là dans la journée, c'est assez avec un enfant individuellement. Parce que la recherche montre que même avant le confinement, le fait de faire ça, ça donne à un enfant, ça le rassasie au niveau émotionnel puis au niveau interactionnel et ça leur fournit l'attention positive individuelle et directe qui leur permet ensuite de jouer et d'aller explorer à l'extérieur et de faire leur propre jeu. Donc, c'est comme si on leur donnait des petits bonbons d'affection au cours de la journée et ça les aide à durer. Donc, on peut leur laisser une heure ou deux à s'organiser seuls. On va donner un petit câlin, on va jouer un petit peu pendant un petit 5-6 minutes, on retourne nous à notre chose, eux retournent à leur jeu et voilà, ça évite les conflits, ça évite les crises plus tard, ça évite qu'ils viennent nous envahir dans ce que nous on fait. Donc, on leur donne en prévention ce qu'ils veulent déjà au cours de toute la journée et ensuite, nous, on a un petit peu plus de temps et eux ont plus de temps de manière indépendante. Même avec plusieurs enfants, si on veut, on n'est pas obligé de jouer avec tous les enfants individuellement pendant la journée nécessairement. On peut aller les joindre dans un jeu aussi s'ils jouent au Lego ou s'ils jouent à un jeu de société. On peut aller se joindre à leur jeu comme adultes puis dire « Ah, vous en êtes rendu où? Est-ce que je peux jouer un petit peu avec vous aussi? » Puis là, ce que ça permet, c'est de donner de la structure, de donner un petit peu de guidance, de supervision au jeu. Ça permet de régler des conflits qui sont déjà arrivés avant qu'on arrive et ça leur fournit un petit peu plus de structure puis de direction à ce qu'ils font. Ça règle justement à calmer les tempéraments et ensuite
ils vont pouvoir continuer à jouer entre frères et sœurs pour une plus longue durée de temps aussi. Donc, aller faire un petit tour, aller superviser un petit peu, aller jouer un petit peu, puis ensuite, nous, on retourne et ça nous achète des heures souvent de bonne entente entre les frères et sœurs. Si vous voulez aussi vous mettre des petites minuteries pour le temps que vous passez à jouer et pour aussi s'assurer que les enfants ont un bon partage des jouets qui sont très populaires dans votre maison, que ce soit jeux vidéo, que ce soit un jouet en particulier qui est très nouveau. Vous pouvez toujours mettre des petites minuteries puis encourager les enfants à utiliser la minuterie eux-mêmes pour dire, bon, mais ça fait 5 minutes que tu joues, maintenant c'est à mon tour. Ils peuvent utiliser ça pour, encore là, bien s'entendre. Ça, c'est un autre aspect que de leur montrer comment jouer, comment structurer, comment organiser un jeu pour que tout le monde s'entende. C'est quelque chose qui est très important à montrer aux enfants et on ne peut pas le montrer, le démontrer d'aucune autre manière que de s'asseoir avec eux et d'établir toutes ces petites règles-là et astuces-là pour la bonne entente. Il y a un autre aspect que je veux juste aborder un petit peu pour le jeu. Ce qu'on appelle en anglais, je m'excuse, c'est difficile de traduire en français, le rough and tumble play, qui est le fait de jouer un petit peu à la bataille, à se chamailler. Les attaques de chatouille, ça en fait partie. Le faire semblant de faire de la lutte avec un enfant. Les batailles d'oreiller, ça fait partie de ce jeu, je dirais, actif, là, le jeu un petit peu plus chamaillant. L'avantage de faire ça, surtout avec les enfants de préscolaire, c'est que ça les aide à sortir toute cette tension-là qu'ils ont à être à l'intérieur trop longtemps. Ça leur fournit aussi beaucoup d'apaisement sensoriel, particulièrement important pour les enfants à besoins particuliers, mais tous les autres enfants aussi. Quand on vient les prendre comme ça, que ce soit pour chatouiller ou que ce soit pour les faire tomber sur un matelas ou quelque chose comme ça, on leur donne une sensation tactile et un toucher et des câlins, des caresses, des sensations très fortes au niveau sensoriel qui réduisent aussi la cortisol, l'hormone du stress et l'adrénaline, les deux, et ça vient fournir un apaisement au niveau du système nerveux qui est très important pour calmer les enfants pour de longues périodes après ça dans la journée. Ça fait sortir le méchant, comme on dit en bon québécois. OK, troisième astuce. Je vous invite comme parents au Québec présentement à vraiment, vraiment réduire vos attentes par rapport à la sagesse de vos enfants et avoir des exigences raisonnables par rapport à leur âge. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il n'y a aucune recherche présentement qui nous montre que les jeunes enfants ou les enfants d'âge scolaire doivent absolument faire une certaine quantité de tâches ménagères ou nous aider à faire certaines choses ou à apprendre tant de mots ou de vocabulaire ou de nouvelles choses par jour. Il n'y a aucune directive claire par rapport à ça. Il n'y a aucun fondement à ça. Au-delà, il y a seulement une directive qui est très, très claire par rapport aux exigences des enfants et les attentes qu'on devrait avoir avec eux. On devrait s'attendre et on devrait vraiment encourager que les enfants de l'âge de 5 ans à 17 fassent au moins 60 minutes d'activité physique par jour. C'est la seule attente qui ne peut pas être diminuée, disons, ou adaptée. Parce que ça, c'est très important au niveau, c'est sûr, de la santé physique et émotionnelle. Par contre, le 60 minutes par jour, j'aimerais juste ajouter, parce que certains parents qui m'ont contacté semblaient penser que ça devait être absolument 60 minutes à l'extérieur de la maison ou en train de faire un sport. C'est pas ce qu'activité physique veut faire. Dans l'activité physique, on veut dire tout ce qui est même courir dans un sous-sol et jouer à la cachette ou jouer à la tag, de jouer à des jeux comme Twister ou d'autres jeux où on est physiquement là, en train de jouer à même, comment dire, des jeux comme de la danse ou quelque chose qui implique la répétition des mouvements des autres tant qu'on est debout et on bouge. C'est ce qu'on veut dire par activité physique. Donc, c'est important de les supporter là-dedans, mais encore là, il faut se rappeler qu'il y a une panoplie de choses qu'on peut leur proposer pour ça. C'est pas obligé d'aller dehors, on peut aller prendre des marches avec eux, comme je vous dis, on peut aller jouer, on peut même jouer faire semblant de faire du judo, de faire de la lutte ensemble. Ça compte dans les minutes actives.
Ce que je veux dire par rapport à réduire les attentes présentement, c'est par rapport plus à la sagesse des enfants puis à leur concentration. Beaucoup de parents qui disent, mais je comprends pas, mon enfant ne s'assoit pas, il fait pas ce qu'il fait généralement à l'école, il veut pas s'asseoir à la table de souper puis faire des devoirs et faire ce qu'il a à faire dans la journée, dans la trousse pédagogique, il veut pas s'asseoir à son bureau, il s'assoit pas assez longtemps pour faire ce que je lui demande de faire. C'est là où il faut vraiment réduire les attentes. Les enfants sont stressés, les parents sont stressés, souvent fâchés, irrités. Donc, c'est très normal présentement que les enfants soient un petit peu plus grouillants qu'à l'habitude. Ça étant dit, là où on est capable de bien cadrer nos attentes, c'est qu'un enfant de l'âge d'environ 3 ans va avoir le double, puis ça c'est pour tous âges, jusqu'à l'âge, je vous dirais, de 12 ans, va avoir environ le double de son âge en temps d'attention qu'on appelle soutenu. Donc, pour un enfant de 3 ans, on parle d'une attention soutenue d'à peu près 6 minutes. Pour un enfant de 6 ans, on parle environ de 12 minutes. Donc, on fait juste doubler l'âge. Puis ce que je veux dire par 6 minutes pour un enfant de 3 ans, ça peut sembler très court, effectivement, ce l'est. Ça veut dire que si un enfant est assis à une table, si on parle de moyenne, bien sûr, est assis à une table pour dessiner, ça va durer environ 6 minutes. Après ça, l'enfant de 3 ans va vouloir bouger, va vouloir faire autre chose. Donc, ne les forcez pas parce que vous passez du temps avec eux, même si vous êtes assis à côté d'eux, ils ont une espèce d'activité motrice qui est très normale, qui va les empêcher d'être concentrés sur une chose pendant beaucoup plus que ce temps-là. N'attendez-vous pas non plus à ce que les enfants, présentement, avec tous les dérangements et les perturbations qui se passent présentement, encore là, soient calmes et sages et heureux de s'asseoir en quelque part pour faire des tâches scolaires pendant beaucoup plus longtemps que ce que je vous ai expliqué. Pour des enfants d'âge scolaire, on parle d'être capable de s'asseoir et de lire un peu ou de faire un petit peu d'un texte de français ou exactement le double de leur âge. Donc encore là, maximum pour un enfant d'âge scolaire, d'âge primaire, on parle de 15-20 minutes. Donc on ne devrait pas s'asseoir à la table de cuisine et penser que parce qu'on est en confinement présentement, on devrait gérer nos enfants comme un parent qui est habitué de les éduquer à la maison ou comme une enseignante ou comme une orthopédagogue. On ne sera pas capable de leur montrer un concept, que ce soit de résolution de problèmes ou du français pendant 1 heure de temps. Donc, de bloquer 1 heure de temps et de se dire, je vais leur faire du français pendant 1 heure, c'est tout à fait, c'est excessif comme attente et c'est surtout irréaliste. Ça risque de brimer les enfants dans leur estime d'eux, puis ça va leur donner un but qui est vraiment inatteignable. C'est pas utile de faire ça, c'est mieux de mettre des petites minutes ici et là pour ensuite donner peut-être 1 heure dans toute la journée. Ça, ce serait beaucoup plus réaliste. Et par rapport à l'éducation, quand on parle d'éducation, on ne parle pas juste d'école. L'éducation, ça se passe même quand on est sur Netflix ou on est à la télévision sur Radio-Québec, quand on regarde une émission sur la nature, sur les animaux, quand on écoute un documentaire, même quand on écoute une histoire qui est un conte, un film où il y a un déroulement, les enfants apprennent. C'est ce qui est magnifique chez les enfants. Ils apprennent à tout moment de la journée et dans toutes les activités différentes. Donc, on n'est pas obligé de formaliser leur apprentissage. Ce serait beaucoup plus raisonnable de s'attendre à leur donner du support dans leurs activités éducationnelles. Par exemple, quand ils sont en train de lire un livre, d'aller leur poser des questions sur le livre, de les faire essayer de deviner la suite, d'essayer de voir aussi s'ils peuvent faire des liens avec d'autres choses qu'ils connaissent. Donc, quand ils s'engagent eux-mêmes dans une activité, que ce soit du Lego, que ce soit d'aller donner un support parental et éducationnel à ça, de discuter, par exemple, quand on met un Lego par-dessus l'autre, pourquoi quand les Legos sont à une certaine hauteur, ça a tendance à vouloir tomber. Ce sont des principes de physique, ce sont des principes de mécanique, de mathématiques. Donc, ces choses-là, d'aider l'enfant à apprendre par le jeu, est une entente encore là beaucoup plus réaliste que de formaliser tout ça comme si nous étions des enseignants et qu'eux étaient nos élèves. Ce ne sont pas nos élèves, ce sont nos enfants. Donc,
Autre dernière petite ligne par rapport à ça, ne vous attendez pas à ce qu'ils gardent un certain curriculum et qu'ils suivent parfaitement la trousse pédagogique. Et n'ayez pas peur à ce qu'ils accumulent du retard. Présentement, les trousses pédagogiques, parce qu'elles ne sont pas enseignées directement par les enseignants, ce sont des suggestions, ce ne sont pas des exigences. Ne vous mettez pas l'obligation de passer à travers les trousses pédagogiques au complet. Ce n'est pas le but de ces outils-là. Le but de ces outils-là, c'est de soutenir une certaine curiosité intellectuelle et un certain apprentissage. C'est tout. Numéro 4, variété dans votre journée. Donc, ayez de la variété, de la diversité dans vos journées, plutôt que de mettre énormément d'emphase sur certaines tâches, comme les tâches ménagères qui doivent être faites à des heures régulières, ou du sport, ou même des activités physiques qui doivent être faites dans votre famille à certains intervalles. Je trouve toutes que ce sont des bonnes choses. Par contre, on est plus gagnant au jour le jour à leur diversifier leur emploi du temps que plutôt faire des gros blocs ou d'insister sur certaines choses en particulier constamment. Puis la raison pour ça, c'est parce que les enfants, naturellement, surtout les jeunes enfants, ont une curiosité innée et ont un grand besoin pour le changement, pour la diversité, pour la stimulation et la nouveauté. Donc, si vous êtes capable de varier les choses plutôt que de constamment, disons, avoir certaines obsessions comme parents là, sur certaines choses, ça va vraiment beaucoup vous aider. Ça va, parce qu'on sait que comme psychologue pour enfants, l'ennui est un des sentiments les plus négatifs, à part peut-être la tristesse profonde, la peur, la colère. Premièrement, l'ennui va des fois, comme sentiment secondaire, créer ces autres émotions négatives-là. C'est très important d'essayer de réduire les temps d'ennui. Et c'est sûr que si on augmente naturellement la variété et qu'on n'est pas en train de faire toujours les mêmes choses, on va aider à réduire l'ennui et les autres sentiments négatifs. Donc, essayez de faire des petits cycles dans votre journée. Donc, un peu d'activité physique et on bouge un petit peu. Ensuite, un peu de jeu, un petit peu de temps dehors au soleil, s'il est là, et ensuite un petit peu d'apprentissage. Et ensuite, on recommence. C'est la même recette plusieurs fois par jour. Encore là, on dit la variété, mais plutôt varier à l'intérieur des cycles. C'est ça qui est important. Un petit peu de tout dans une avant-midi, disons, et un petit peu de tout dans l'après-midi aussi, plutôt que de dire, nous allons faire juste ça, juste des Legos, admettons, ou juste l'activité physique toute l'avant-midi. C'est plus difficile de garder l'ennui à part et que ça ne vienne pas envahir la situation. Au niveau des apprentissages, une dernière petite chose que je voudrais vous dire, au niveau de cette variété-là que vous leur montrez dans la journée, c'est une excellente façon de donner ce qu'on appelle des compétences transversales aux enfants, des choses qu'on souvent on n'apprend pas explicitement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en variant les choses avec eux et en étant justement flexible, comme je mentionnais au préalable, ça va les aider à apprendre des choses qui sont non conventionnelles, des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, on leur apprend présentement beaucoup sur la collaboration, sur l'empathie, sur la biologie, sur l'hygiène de santé, puis l'hygiène par rapport à la maladie. On les apprend à socialiser, on leur apprend le respect pour en nommer que quelques-uns. Il y a aussi d'autres choses qu'ils apprennent par cette variation-là qu'on peut avoir dans la journée avec eux. C'est la résilience et la transition d'une chose à l'autre. Donc, comment aussi être capable d'improviser. C'est des choses qui font toute partie de la résilience. La résilience, c'est être capable de s'adapter et de ne pas sombrer dans une situation difficile. C'est d'être capable de rester à flot, comme on dit. Et ces choses-là, justement, le fait de varier puis de garder les choses intéressantes, ça leur montre tout ça, ça leur montre aussi l'équilibre et la balance dans une vie normale. Donc, encore là,
pour résumer tout ça, c'est que c'est mieux d'avoir un petit peu de tout tous les jours plutôt que de faire une journée complète ou tout un avant-midi où on fait du français. Et ensuite, on fait de l'anglais l'après-midi. C'est trop. Donc, essayez de, un petit peu comme dans une sauce ou dans une recette, on essaie de ne pas noyer la sauce avec un ingrédient. Et finalement, merci pour votre grande attention jusqu'à maintenant. Je vous invite à être doux, supportant ou, réconfortant et aimant envers vos enfants. Ils ont besoin de notre support. Maintenant, ce n'est pas le temps pour de la discipline ardue, pour des règles extrêmement rigides, pour des exigences intransigeantes. C'est le temps, plus que jamais, d'appliquer des principes assez simples de ce qu'on appelle la psychologie positive parentale. Donc, soyez patients. Si vous voulez que vos enfants soient patients, soient sages, soyez patients et calmes vous-même. On ne peut pas, particulièrement maintenant, dire aux enfants de rester calmes quand nous-mêmes on crie et on est stressé. Donc, on appelle ça du modeling ou de l'apprentissage par imitation, tout simplement. Et donc, si on veut voir de la collaboration, si on veut voir des compromis chez nos enfants, on doit en faire nous-mêmes. Et tenter d'être présent et d'avoir quand même une discipline, une structure, mais de manière très douce. Donc, ça veut toujours dire de fournir un cadre, une certaine structure. Quand les enfants n'écoutent pas mais particulièrement sont très dérangeants et agressifs, trop excités au point où ils peuvent peut-être se faire mal, il faut absolument encore donner des retraits et des conséquences et des choses comme ça s'applique toujours. Donc, le gros bon sens, comme on dit, le GBS en bon québécois, s'applique particulièrement pendant cette période. Mais on veut donner les conséquences, on veut communiquer les limites de manière particulièrement non jugeante, si ça se dit, ou de manière, comme on dit en anglais, non-judgmental. Donc, de manière libre de jugement ou de trop de critiques, de manière calme, neutre. Ça va éviter beaucoup de détérioration. On veut aussi attraper nos enfants à être bons, à être gentils. On veut encourager les frères et sœurs à rapporter aux parents, plutôt que les choses juste négatives, à rapporter les choses positives. Regarde maman, ça fait 1 heure qu'on joue ensemble et on s'est même pas chicané. Regarde maman, Xavier m'a prêté son jeu. C'est gentil, hein? Donc, ça, c'est une technique. Quand on les récompense, on dit « Je suis tellement gentille, je suis tellement contente que vous ayez pris le temps, les amis, mes garçons ou mes filles, de venir me voir pour me dire ça, je suis tellement fière de vous. » Plutôt que d'attendre, puis seulement leur donner de l'approbation, puis du renforcement positif quand ils se chicanent. Parce que là, c'est sûr que sans s'en rendre compte, les enfants vont créer des chicanes pour ensuite qu'on vienne intervenir. Donc ça, c'est de bâtir un climat, dans le fond, positif et dans l'encouragement plutôt que dans la critique et dans le conflit. Il faut essayer d'utiliser tous les petits trucs qu'on a par rapport aux collants, aux points qui peuvent accumuler, si vous en avez déjà, des systèmes qu'on appelle d'émulation puis de récompense, de leur mettre un 25 sous, de mettre $1 à chaque fois qu'ils passent une journée sans gros conflit pour ensuite acheter de la pizza ou quelque chose de plaisant au restaurant. C'est vraiment, vraiment gagnant présentement parce qu'on sait que les conflits parentaux puis les conflits familiaux, présentement, quand on a une atmosphère qui est très conflictuelle, qui est très négative, on sait que naturellement, surtout dans des périodes où les familles sont forcées à rester ensemble entre 4 murs comme maintenant, on sait que ça augmente énormément, comme j'avais mentionné avant, le niveau de cortisol et le niveau d'adrénaline que les enfants et les adultes ressentent dans une famille. Et ces hormones-là, en retour, inhibent toutes les bonnes hormones et tout le système immunitaire qui est peut-être déjà ou va être surchargé dans les prochains mois. Donc, l'atmosphère familiale, elle n'est pas bonne seulement
pour garder le calme et réduire le bruit ambiant. Aussi physiquement pour notre santé, pour la santé physique de nos enfants, c'est important de garder les tempéraments, je vous dirais, le plus cool possible, le plus froid et tempéré possible. Je vais vous donner 2 petits trucs en terminant pour la discipline douce. On a les choix forcés qui s'appellent, par exemple, si on demande à un enfant d'aller se coucher, plutôt que de dire « tu t'en vas te coucher, tu t'en vas te brosser tes dents, tu t'en vas mettre ton pyjama », on dit à l'enfant qui arrête de jouer, on dit « bon, Joshua, c'est le temps de cesser le jeu. Oui, je sais, tu aurais le goût de continuer. Par contre, je te donne le choix. Préfères-tu aller mettre ton pyjama tout de suite ou on se brosse les dents tout de suite? Ou est-ce qu'on va prendre le bain? C'est toi qui choisis. » Donc, remarquez que le choix que je n'ai pas donné, c'est « ah, tu peux continuer pendant encore 1 heure de temps. » Non, on veut une routine flexible, régulière, on veut de la structure. Donc, on dit « tu as le choix parmi ces 3-là. » Ça donne à l'enfant aussi une espèce d'illusion de contrôle, mais en fait, on leur donne une partie du contrôle et c'est très, très gagnant. Ça les apaise aussi beaucoup et ça prévient les crises qui viennent du manque de contrôle des enfants en général dans la vie, mais encore plus en ce moment. Le deuxième petit truc, c'est plutôt que utiliser un peu ce qu'on appelle la psychologie inverse, ce qui veut dire plutôt que de forcer un enfant à faire une tâche, on lui dit « ah, c'est pas grave, t'es pas obligé de le faire maintenant, moi je vais faire ça présentement. » Donc par exemple, si vous voulez inciter un enfant à s'asseoir avec vous, faire du dessin, c'est plus gagnant de dire à l'enfant de juste sortir le livre de coloriage vous-même et vous mettre à colorier à l'écart de l'enfant. Et généralement, l'enfant, surtout si l'adulte est dans la même pièce, va venir voir ce que vous êtes en train de faire. Et à ce moment-là, s'il vous dit ah, est-ce que je peux colorier moi aussi, maman? Vous pouvez, si vous voulez, lui dire bien sûr, tu peux te joindre à moi. Ou tu peux dire oui, si tu veux, mais c'est pas obligé. C'est moi qui fais ça présentement, j'avais le goût de dessiner. Donc, on joue un petit peu le jeu pour pas les inviter de manière très explicite. Et ça rend le jeu super attirant. Je sais pas si vous avez déjà essayé comme parent de vous installer dans une pièce et de faire du bricolage pour vous-même, du tricot, de la couture. À tout coup, les enfants vont venir nous déranger. Pourquoi? Mais parce qu'on les a pas forcés à le faire. On a, dans le fond, invité et on a proposé de manière implicite et l'enfant vient ensuite se joindre. Je vous remercie, vous avez été excessivement patient, j'avais beaucoup de choses à partager. J'ai une dernière chose à vous mentionner, ce n'est pas une astuce parentale, mais c'est, je crois, une obligation parentale présentement. C'est pour rester sain et serein, ce serait de prendre au moins 5 à 10 minutes ou plus par jour, mais minimalement 5 à 10 minutes pour vous-même comme personne, pas comme parent, pas comme conjoint, juste vous comme être humain, parce que c'est impossible de prendre soin de nos enfants, de prendre soin de nos parents âgés, de prendre soin de nos collègues, de notre travail, si présentement on ne prend pas soin de nous en premier. C'est un peu comme le principe dans les avions quand on dit toujours mettre notre propre masque d'oxygène avant d'aider qui que ce soit d'autre. C'est le même principe qui s'applique ici. Alors, merci énormément de vous être joints à nous. Ça m'a fait plaisir de partager ces choses-là avec vous. J'espère que c'est utile. Je vais mettre dans la description des petites notes et des petites suggestions d'activités que vous pouvez faire et aussi de références de certains documents ou certains sites que j'ai consultés pour vous faire la petite présentation. Je vous remercie énormément. Si vous voulez vous joindre à nous, nous allons avoir une conférence Zoom gratuite sur le site de la clinique TCC Santé émotionnelle le 28 avril, comme je mentionnais au début du vidéo. Et c'est tout à fait gratuit. Vous avez seulement à écrire un courriel et vous allez pouvoir vous inscrire. Et à ce moment-là, je vais revoir la présentation, le petit vidéo d'aujourd'hui et les gens vont aussi, c'est un peu comme un forum, les parents vont pouvoir me demander des questions live et je vais vous donner justement des suggestions de sites, d'activités, de livres que vous pouvez faire seul ou avec vos enfants
pour être des parents sains et sereins. Alors, merci beaucoup de vous être joints à moi et bonne chance à tous. Soyez sains et sereins.